ceux qui nous rejoignent. Je suis ravie d'être ici et de prendre le relais de mon confrère Éric Revel. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'interface dédiée. Nous y répondrons à la fin de cette table ronde. Alors, nous poursuivons nos débats en nous intéressant cette fois-ci à l'industrie de cette filière du photovoltaïque. Ceux qui conçoivent, qui fabriquent les panneaux, mais aussi tous les éléments annexes, câbles, onduleurs, qui sont nécessaires au fonctionnement d'une centrale solaire. Ces industriels sont nombreux, ils sont en France, il y en a, oui. Ils vont devoir répondre à une demande assez énorme. Les objectifs de la PPE sont ambitieux en matière de photovoltaïque. Alors, les industriels français seront-ils au rendez-vous? Allons-nous vers une relocalisation de cette industrie? De nouvelles usines vont-elles sortir de terre avec des emplois à la clé? Pour en parler, j'accueille en visio mes deux intervenants. Bonjour. J'accueille Florence Lambert. Alors, Bonjour. Bonjour. On vous connaît en tant que directrice des énergies renouvelables du CEA Liten, mais vous venez de quitter ces fonctions pour prendre la tête d'une nouvelle entité du CEA consacrée à l'hydrogène décarboné. Vous êtes également la présidente de la commission Industrie, Innovation, Emploi du syndicat des énergies renouvelables. J'accueille également William Arkwright. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Bien. Vous êtes le directeur général d'Engie Green. Vous êtes donc un développeur de parc. C'est vous qui achetez les panneaux aux fabricants. C'est vous qui passez les commandes. Alors, avant de lancer ce sujet et de commencer nos débats, je vous propose de visionner un reportage d'Actu Environnement. Nous sommes allés rencontrer deux fabricants de panneaux français pour voir avec eux quels étaient leurs projets dans les mois à venir. Un reportage de Romain Pernaut. Face à la concurrence des panneaux solaires chinois, les constructeurs français doivent redoubler d'efforts pour se différencier. Pour y parvenir, le constructeur alsacien Voltec Solar conçoit des panneaux sur mesure pour remporter des appels d'offres. Voltec Solar, à partir de 2015, a mis en place une stratégie d'approvisionnement bas carbone qui nous a permis de développer une gamme de modules décarbonés qui répond aux critères des appels d'offres français. Et ces appels d'offres nous ont permis de sécuriser des volumes. Il y a de très grandes difficultés en termes de compétitivité par rapport à la Chine, notamment du fait que quand nous on importe des composants de Chine, ces composants sont taxés alors que les panneaux solaires qui arrivent en France ne sont pas taxés du tout, bien qu'ils comportent ces mêmes composants. Et donc on va avoir tendance à avoir un coût de production qui va être plus élevé, mais dans le même temps on va avoir un impact sociétal et un impact environnemental très favorable. Au global, quand on considère l'ensemble de la chaîne, on peut considérer que nos panneaux sont compétitifs. Pour ces panneaux bas carbone, des partenariats européens ont été noués pour l'approvisionnement de certains composants et la production fonctionne entièrement en autoconsommation grâce à une centrale solaire installée sur le toit de l'usine. Une stratégie payante au vu du carnet de commandes plein pour les 18 mois à venir. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Le marché du photovoltaïque en France est encore en pleine croissance et donc dans ce cadre on a monté en partenariat avec l'entreprise Sistovi le projet Belenos qui vise une capacité de production totale de 1 gigawatt à l'horizon 2023. On vise la totalité des segments de marché du photovoltaïque, donc ça va être le résidentiel, les moyennes et grandes toitures, les centrales au sol. À la clé, 500 emplois créés sur 2 sites de production. Un autre moyen de s'imposer sur le marché, proposer des panneaux innovants comme ces tuiles pas comme les autres. Direction Châtellerault dans la Vienne, dans l'usine d'Acuo Énergie. La tuile SunStyle est en fait un élément de couverture qui est composé d'une technologie similaire à celle des panneaux photovoltaïques standards. Mais c'est un produit de couverture, donc il assure l'étanchéité, les mêmes fonctions qu'une toiture et en même temps les mêmes fonctions que celles d'un panneau photovoltaïque. Pouvoir installer du photovoltaïque partout, ça va nécessiter de rentrer dans la culture et quand j'utilise le mot culture, c'est vraiment de rentrer dans une esthétique, dans un paysage et de s'intégrer dans l'habitat que l'on connaît tous. Lors de sa visite en octobre 2020, Barbara Pompili a annoncé vouloir mettre en place un bonus pour le solaire intégré au bâti. De quoi donner un coup de pouce à la production Made in France dans un contexte de crise sanitaire où la réindustrialisation du pays semble remis à l'ordre du jour. Sont un véritable atout pour développer l'énergie photovoltaïque. L'intérêt de produire en France, il est multiple. Bien sûr, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire industriel. Produire de la pièce en grande série, c'est un savoir-faire industriel. Ensuite, il faut produire au plus près des points de consommation. La crise du Covid l'a montré, ça a été un accélérateur de la prise de conscience par les gens, l'absolue nécessité pour les produits stratégiques de produire plus près de chez nous. L'électricité, c'est stratégique. On a vu dans les premiers jours de la crise sanitaire que nous avions des ruptures d'approvisionnement sur les panneaux solaires chinois. Ce n'est pas possible. On doit regagner en indépendance pour la production de ce qui est essentiel pour nos territoires.
La toiture de demain sera-t-elle produite à Châtellerault? Les tuiles équiperont plusieurs grands projets architecturaux à l'international, notamment le pavillon français à l'exposition universelle de Dubaï. L'entreprise espère d'ici 2025 atteindre 1 gigawatt de production. Retour sur notre plateau. Comme vous avez pu le voir, ces industriels du solaire innovent dans leurs produits et leurs outils de production pour répondre aux besoins, notamment avec un panneau bas carbone. Ma première question sera pour vous, William Arkwright. Le critère bas carbone fait partie de l'équation lorsque vous cherchez à vous approvisionner en panneaux. Comment se passe votre sourcing aujourd'hui? Écoutez, notre sourcing, il doit prendre la mesure des volumes que la PPE, c'est-à-dire le régulateur, nous demande à nous, les développeurs, d'être capables d'installer. Si on regarde l'accélération qui est devant nous d'autres marchés, il est couvert par un multiple de 3 à 4, pour faire simple, la décennie à venir, quand on se compare à la décennie passée. On doit, dans les 10 ans qui sont devant nous, installer entre 25 et 35 gigawatts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne regarde que la production française et que la production européenne, on va dans le mur. Donc on est obligé, nous, grands acheteurs de modules, et je le précise, pas que de modules, d'onduleurs, de trackers, de persiennes, enfin, etc., etc., nous sommes obligés d'avoir une stratégie tous azimuts. Donc nous devons regarder les producteurs non seulement continentaux, mais également à l'étranger. Le bas carbone, on le sait, c'est un critère important de la régulation, donc des appels d'offres à partir duquel nous devons exercer notre métier, et ce n'est pas le seul. La régulation nous demande, 1, de suivre les volumes, 2, de répondre à un critère bas carbone, 3, de suivre la courbe de prix, la compétitivité, 4, d'emmener de plus en plus des partenaires publics dans nos projets, dans le montage de nos projets. 5, de faire de la concertation locale. 6, j'arrête là. Donc pour nous, le bas carbone, j'arrête là. Pour nous, le bas carbone, c'est un des composants larges d'une stratégie d'achat d'ampleur qui correspond à un objectif national, qui se décline ensuite en objectif de firme chez nous. Et ça demande vraiment d'ouvrir grand tous les horizons de nos achats et pas de se focaliser simplement sur les filières françaises ou même européennes. Ça serait dangereux et ça serait un vœu pieux. Alors, ce critère bas carbone aujourd'hui, il ne vous empêche pas de vous approvisionner chez des grands fabricants asiatiques. On est d'accord? On est d'accord, et les fabricants asiatiques, il ne faut pas les caricaturer. Les fabricants asiatiques, ils ont des stratégies industrielles de tuilage. Ils ont une capacité à fermer et à créer des usines ultra rapides. Ils ont démontré une capacité à répondre à notre critère très français, très jacobin, bas carbone, très gaulois, bas carbone. Et aujourd'hui, eh bien, avec les produits qu'ils nous proposent, la majorité des industriels et de producteurs de modules, nous pouvons répondre aux critères des appels d'offres de la CRE. Et si ce critère bas carbone disparaît et devient le mécanisme de carbone aux frontières, est-ce que ça changera la donne pour vous? Je ne crois pas. Vous aurez toujours moyen de vous approvisionner avec voilà, dans ce cadre-là pour répondre aux appels d'offres aujourd'hui tels qu'ils sont aujourd'hui, ça ne devrait pas modifier votre sourcing? Si on fait une taxe aux frontières déguisée, ça renchérira nos coûts d'approvisionnement et par conséquent, ça rendra les producteurs tels qu'on vient de le voir, le producteur Voltec, encore plus demandé qu'il ne l'est aujourd'hui. Or, on sait ô combien il l'est aujourd'hui et ô combien il y a des ruptures, il y a une capacité de production qui est en deçà de la demande. Et donc, on en vient à ce que je disais, et la boucle est bouclée, on ne pourra pas logiquement atteindre soit la compétitivité qui est demandée, soit les volumes qui sont visés. À votre avis, comment la France peut-elle tirer son épingle du jeu dans cette histoire? Est-ce qu'elle peut rivaliser avec les producteurs asiatiques? Pour moi, c'est simple. Quand je prends la question relocaliser l'industrie, je pense déjà qu'il y a 2 lettres qui sont en trop. C'est les premières lettres du verbe relocaliser.
Quand on regarde simplement le marché français, notre industrie solaire, et je prends un exemple qui fait quand même la part du lion de notre sujet, c'est-à-dire les modules, n'a jamais ou si peu été localisée en France. Je crois que c'est une germanisation du sujet. Ça a été, en effet, une vraie défaite de l'industrie allemande face à l'industrie chinoise et aux industries asiatiques. Ça n'a pas été, à part Photowatt, une défaite de l'industrie française. Oui, Photowatt, c'est un fabricant français, mais qui n'a pas, su développer. Ce que je veux dire par là, c'est que la question dont il s'agit aujourd'hui, c'est localiser la valeur ajoutée et pas, dans une démarche très balsacienne, chasser les illusions perdues d'un vieux marronnier qui a plus de 10 ans dans notre industrie et qui consiste à dire « nous allons produire français », comme si nous plaquions le décalque de ce que nous voyons sur les vaccins, les médicaments dans la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, sur notre industrie énergétique et solaire en espèces. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut bien partir de nos avantages compétitifs sur notre chaîne de valeur solaire. L'avantage compétitif français, il est dans les centres de recherche, il est dans les laboratoires d'excellence. Le hic, là où ça fait mal, c'est dans la transformation de la recherche en développement, du passage du R au D de R&D, et leur industrialisation. Il s'agit bien de prendre le pouls et la mesure de ce qui se passe en ce moment dans l'industrie photovoltaïque et dans l'industrie énergétique, qui est un véritable tournant de page. Nous ne sommes plus dans un simple marché de production via une ferme solaire d'une électricité verte qu'on déverse dans des autoroutes de l'énergie que sont les grands réseaux et on envoie quelques gouttes de vert dans beaucoup de bleu ou de gris. Non, on est en train de tourner une page vers des choses plus complexes, appelons-les des solutions. Et voilà ce que c'est que le métier de développeur d'aujourd'hui et davantage de demain. Des solutions qui intègrent du stockage, de la mobilité, des solutions. J'ai parlé de persiennes, de trackers, on peut parler de PV organique, on peut parler d'hétérojonction, mais Florence en parlera mieux que moi, etc., etc. Et notre métier de développeur aujourd'hui, c'est d'aller ouvrager toute cette valeur ajoutée, toutes ces technologies à haute compétence, à haute tenue industrielle, et d'en faire un produit intelligent, une solution adaptée à un site. L'autoconsommation, la mobilité, etc. Je ne développe pas, tout le monde connaît ça aussi bien que moi. Et donc je pense que c'est là qu'il y a lieu non pas de relocaliser, mais de localiser de la production industrielle liée au solaire en France. La valeur ajoutée serait donc dans un montage de brique par brique, des briques françaises et aussi des briques étrangères, mais de créer au cas par cas les centrales et les imbriquer dans un système énergétique intelligent. Exactement. Et dans ces cas-là, on sortirait de cette espèce d'ornière ou d'impasse du problème qui consiste à dire d'un côté, j'ai mes volumes, de l'autre côté, j'ai ma production locale. Comment je réconcilie les deux dans un temps qui est court ? Alors vous parliez tout à l'heure justement de la recherche, de ce R de R&D. Florence Lambert, je me tourne vers vous puisque au CEA, vous avez travaillé sur des projets très innovants qui aujourd'hui sont en train de se concrétiser. Normalement, voilà, on va bientôt avoir le fin mot, l'industrialisation d'une techno assez innovante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi le CEA a travaillé et comment c'est en train de se concrétiser en France ? Tout à fait. Sachant qu'on est dans un univers un peu particulier de la recherche, ça s'appelle la recherche technologique. Alors la recherche technologique, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est là pour faire le lien. Alors exactement ce que William disait, donc c'est formidable. Je pense qu'on a en France, en Europe, parmi la meilleure recherche au monde. Mais comment on entraîne ça vers l'industrie? Et quand je dis entraîner, c'est faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des innovations formidables, mais s'il faut changer toutes les usines de la planète, on sait que ça va mettre un certain temps. Et donc, notre R&D est là pour projeter au plus vite ce qu'on appelle pompeusement peut-être une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on a fait la démonstration, par exemple, que notre cellule, elle fonctionne, a un bon rendement. Il faut tout de suite projeter ça dans un référentiel industriel. Alors, ça veut dire que nos laboratoires ressemblent à des petites usines, on appelle ça des lignes pilotes. On travaille avec un étage que j'aime beaucoup, qui est l'étage des équipementiers,
et qu'on oublie très souvent quand on rêve d'une usine et qui permet en fait de vraiment développer la technologie à des coûts compétitifs. Et William a raison, l'idée c'est qu'il ne faut absolument pas sacrifier un segment par rapport à un autre, il faut une filière photovoltaïque vivante. Et il ne faut pas tout simplement attendre que tout soit prêt pour que finalement, et avec des règles très compliquées, pour que finalement on donne le go de tout ça. Donc ça va passer par une synchronisation vraiment de l'ensemble des acteurs et c'est pour ça qu'il faut aussi se méfier de ce critère carbone qui soit vraiment comme ça projeté et qu'il faut vraiment coordonner tout ce qui est possible entre d'un côté les capacités de production et l'autre les capacités d'intégration. Alors pour revenir sur ces technologies, en fait, on travaille sur deux aspects au niveau du CEA dans notre centre, dans notre campus d'Inès, qui est connu sur ces aspects de développement solaire. Le premier, c'est une course mondiale. En fait, aujourd'hui, on est sur un momentum, et c'est en ça qu'il ne faut pas laisser passer le train, où les technologies asiatiques sont en train de s'arrêter pour faire la place à des technologies plus innovantes qui vont être le croisement entre les technologies du solaire et celles des écrans plats et qui finalement vont permettre d'avoir des usines qui sont assez automatisées, qui vont permettre que les pays français, enfin que la France ou l'Europe soient moins dépendants dans leur business plan des labor costs, et qui va aussi permettre que finalement tout le monde refasse ses usines et l'amortissement actuel jouera peut-être moins dans les prix finaux, notamment pour les panneaux qui viennent de Chine. Donc on a vraiment ce momentum et il faut le saisir. Donc c'est ce qu'on a travaillé au travers de cette technologie dite à hétérojonction, qui est vraiment croisée de ces écrans plats, qui permet d'avoir des cadences très très élevées, mais qui permet également d'avoir des hauts rendements, puisque aujourd'hui en laboratoire on est facilement au-delà de 23-24%. Mais tout de suite, je vous dirais que le laboratoire c'est pas la question. Sortie de ligne pilote, on arrive à être entre 22 et 23%. Et tout ça parce que c'est le prérequis, c'est pas pour développer des technologies subventionnées, c'est pour sortir vraiment un coût compétitif par rapport à l'Asie. Et c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est-à-dire conjuguer performance avec vraiment un taux de rentabilité qui va être comparable par rapport à l'Asie. Donc il faut penser, quand on travaille sur un projet de recherche, il faut penser l'étape d'après, industrialisation, et faire les bons choix pour que derrière on puisse industrialiser à grande cadence pour que cette technologie devienne rentable, en tout cas. Exactement, et entraîner tout un écosystème avec des équipementiers qui demain vont être en capacité justement de faire ces usines et de travailler vraiment en se synchronisant. Donc on a déjà réalisé un premier transfert de technologie, donc ça s'est passé en Italie, donc avec Enel, dans son usine de Catagne. Donc 200 mégawatts qui ont été transférés il y a maintenant 18 mois et qui tournent formidablement bien. Et donc l'idée, c'est vraiment de transformer cet essai en France et on attend la décision du projet de Sarreguemines. Alors, on en est où dans cette usine de Sarreguemines? On en entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle étape on en est là? On est sur les étapes finales en fait. Le dossier est suivi depuis plus d'1 an. L'enquête publique est en train de se terminer et du coup les étapes de validation finale sont en train de se mettre en place. Donc on devrait avoir d'ici quelques semaines, on espère, un go. Et alors du coup la construction de l'usine commencerait quand? Si on a le go, le terrain est déjà aménagé, donc on peut imaginer d'avoir une sortie d'usine très très vite. La technologie est prête, le travail du chercheur est fini, le travail du chercheur va se cantonner à l'accompagnement vraiment de cette phase d'industrialisation. Et donc on peut imaginer 18 mois après d'avoir les premières cellules qui vont être produites. Sachant que là, on parle vraiment du segment qui est le cœur de la technologie, qui est le segment des cellules et qui sera ensuite complètement compatible avec ce que vous avez présenté tout à l'heure, les initiatives, que ce soit Voltec ou que ce soit Sunstyle d'Acuo. En fait, l'idée, c'est de commencer à aller un petit peu vers l'amont de la filière, vers cette architecture de cellules et cette cellule qui va donner toute la signature de performance vraiment pour les centrales solaires de demain.
avec un bon goût de cette technologie hétérojonction qui est non seulement elle est performante, donc très bon rendement et à des coûts de production identiques par rapport à nos compétiteurs asiatiques, il faut avoir ça en tête. Mais l'autre volet, c'est qu'elle va avoir un temps de retour, donc un LCOI qui est très intéressant et qui fait que du coup la technologie est stable. Et pour celui qui va acheter, donc pourquoi pas William, la technologie de demain, va donner justement un très bon LCOE de la technologie. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est une des premières voies de recherche. La deuxième voie va être donc moins dans cet aspect de tutoyer vraiment toutes les meilleures performances, mais beaucoup plus de se préoccuper de l'intégration du solaire de demain, en se disant que finalement, ça va être la principale énergie, notamment en Europe. Donc, comment faire pour ne pas rentrer en compétition entre le foncier et l'alimentaire, et notamment travailler sur tous les sujets d'intégration, et là aussi, il y a de la recherche. Et le très bel exemple, c'est SunStyle. Donc, comment encapsuler finalement du silicium dans des tuiles, dans des routes, dans des façades, etc. Donc là, après, on peut imaginer d'autres technologies que le silicium, et notamment ce que citait William tout à l'heure, l'organique. Et ça, c'est les deuxièmes voies de recherche qu'on regarde. Et du coup, on n'est pas encore au niveau de l'industrialisation pour cette voie organique ? Alors, sur l'organique, si aujourd'hui vous avez des acteurs comme Armor qui développent cette technologie, pour moi, elle est très complémentaire des autres. On va plutôt regarder ça sur des supports, notamment des supports souples, qui peuvent être utilisés. Alors, il ne faut jamais opposer les technologies. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a une filière comme le solaire qui va être prédominante, il faut plutôt regarder comment seront les complémentarités. Et justement, quand je dis qu'il ne faut pas les opposer, vous savez, dans notre feuille de route hétérojonction, le coup d'après, ça va être de faire un millefeuille entre notre silicium qui va être intégré avec des couches. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'organique, on appelle ça des perovskites. Et c'est comme ça qu'on va aller encore plus loin dans notre feuille de route des hauts rendements. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il faut garder un fer au feu sur l'ensemble des technologies. Il faut pas faire des conclusions hâtives. Et puis, j'aimerais bien reprendre et rebondir sur ce que disait William. Il ne faut pas sacrifier un acteur par rapport à un autre. Je pense que la clé sera certainement de regarder, le carbone peut être une arme, mais il ne faut pas faire des raccourcis et il faut regarder comment ne pas sacrifier un segment pour avoir vraiment un gisement de centrale important tout en préparant un tissu industriel. Pour moi, c'est important de ne pas laisser passer ce momentum. Parce que j'adore ce que l'on fait. On publie, vous savez, 240 brevets par an et en ça, le CEA-Liten est le plus inventif au monde, même si je me compare par rapport aux États-Unis ou en Allemagne. Mais par pitié, je n'ai pas envie d'être un incubateur uniquement pour la Chine demain. Je pense qu'il faut y croire et j'y crois. Simplement, il faut mettre de l'intelligence dans le système et pas tout simplement vouloir synchroniser sans chercher et faire des dégâts au passage parce que tout simplement, on va bloquer le système. Alors, William Arkwright, on voit bien qu'il y a il y a des idées, il y a des innovations. Les industriels doivent s'en saisir pour, on va dire, solidifier cette industrie française. Est-ce que vous pensez que tous les efforts qui sont menés en ce moment suffiront pour que la France réponde à ses objectifs de développement du photovoltaïque ? Clairement non. Ces efforts sont nécessaires. Je les appelle de mes voeux et je crois que je me fais le porte-voix des développeurs en ce faisant. Mais si je répète les volumes qui sont devant nous, 25 à 35 gigawatts, et c'est pas à faire en 30 ans, c'est à faire rapidement. Et quand on voit le temps que prend le temps de développement d'une centrale solaire, c'est de la contractualisation pour une bonne partie aujourd'hui qui se joue, des volumes dont je parle, ou très rapidement qui se jouera. Et donc, je pense qu'on a raison, et Florence a raison, d'orienter son travail, ses efforts, son temps sur cette technologie de pointe, mais c'est une anticipation d'un marché qui est naissant.
Je signale qu'il y a quelque chose qui est très intéressant en France, ce sont les appels d'offres innovation. Alors, on pourrait commenter et philosopher pendant bien des heures sur le contenu de ce qu'on appelle innovant et pas innovant dans ces appels d'offres, néanmoins, ils existent. Et ils permettent à des poches de valeur, à des produits et des solutions nouvelles d'émerger et de se faire place. Sans ça, il n'y aurait aucun lieu, aucun air, aucun oxygène pour de nouvelles technos et de nouveaux produits. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer nos objectifs et la possibilité qu'il y a de voir émerger, alors qu'une grande page se tourne dans notre industrie solaire, qu'elle met du temps à se tourner, mais qu'elle se tourne vers une industrie qui est très solaire, ferme au sol, injection réseau, vers une industrie qui est beaucoup plus décentralisée, proche de nos clients et qui s'imbrique dans des solutions plus complexes. Je pense qu'il y a l'occasion qu'il y ait de la place pour les deux. Les développements, on va dire l'industrie française et tous les fournisseurs étrangers, chacun aura sa place dans le développement de cette filière. Exactement. Maintenant, cela dit, depuis, et je tenais tout de même à le noter, depuis le comité stratégique de filière, les acteurs comme Engie, dont je suis un représentant, nous avons la possibilité de monitorer le contenu local de ce qu'on achète. Je tenais à le dire parce que ça change quand même beaucoup de choses, même si ce n'est pas un critère de notation. Donc, de notation dans le cadre des appels d'offres, c'est un critère d'évaluation pour des gens comme nous. Et aujourd'hui, nous sommes attentifs à ce composant local. Florence Lebert, j'aurais une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que la recherche et l'industrie travaillent main dans la main? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer pour que les travaux soient fluides et que des laboratoires, on sorte à l'industrie? Alors, je pense qu'il faut continuer à cultiver d'innovation autour du transfert de technologies telles que je les décrivais tout à l'heure. Il y a quand même toujours un risque que le chercheur soit cantonné à sa technologie sans pour autant, et puis perdre la notion de qu'est-ce qui est rentable et perdre la notion de toute la chaîne de l'écosystème qu'il faut entraîner, ce que je vous disais notamment sur les équipementiers. Et je pense qu'il faut multiplier. Alors le comité stratégique de filière est un exemple, mais il faut vraiment continuer à le cultiver. Et alors, je suis désolée, on est dans une séance sur le photovoltaïque, mais je citerai en exemple ce qui est fait sur l'hydrogène aujourd'hui, où vous voyez pour la première fois, et je suis un peu une vieille routarde du renouvelable, ça fait plus de 20 ans que j'y suis, c'est la première fois qu'on voit ça, où on a une vraie synchronisation entre de la démonstration, parce qu'il faut que ça se déploie, y compris avec des technologies qu'on achète. Il y a un process en très mauvais français qui s'appelle EPCI, qui va soutenir l'industrie parce qu'on y croit et on dit que c'est une filière d'avenir. Mais il y a aussi les chercheurs, puisqu'en fait, il y a le ministère de la Recherche qui va aussi se préoccuper de développer les technos en rupture, parce que il ne faut pas sacrifier les acteurs, il faut profiter des moments, des momentum, comme je disais, pour faire des usines. Mais attention, la bataille, elle va être féroce. Il faut que l'usine, elle soit rentable dans les 30 ans qui viennent. Et là, ça va être vraiment de la synchronisation de tous les acteurs. Et il va falloir alimenter nos usines. Alors, certes, il va falloir qu'elles vendent, donc on a besoin de l'IAM, mais il va falloir aussi que ces usines soient rentables dans les 30 ans qui viennent. Et là, le job, c'est vraiment d'alimenter en innovation sur l'ensemble, de la rupture, de l'innovation continue, pour faire en sorte que ces usines soient rentables. Donc pour moi, c'est ça le Graal. On commence à le voir, mais il faut encore que ça soit plus prononcé pour moi. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions des internautes. Et j'en ai une assez intéressante. On a vu que dernièrement, l'État a renégocié les tarifs d'anciens contrats solaires. Pourtant, pour un industriel qui a besoin de visibilité, la parole de l'État peut l'aider à se projeter. William Arkwright, est-ce que l'État soutient assez et donne assez de visibilité à nos industriels pour développer des projets de grande ampleur qui prennent parfois plusieurs années ? Je n'ai pas envie de revenir trop longuement sur l'épisode de la renégociation des contrats
solaire qui est extrêmement préjudiciable pour la filière et les industriels et les développeurs comme Engie. Je pense que tout a été dit et je ne redirai pas ô combien cela est néfaste. Et donc, je me bornerai simplement à redire que nous avons, ô combien, et cela ne sera pas une surprise, besoin d'un cadre stable, pérenne, de long terme, visible, quel qu'il soit. Une question pour vous également, Florence Lambert, concernant l'usine de REC à Sarreguemines. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure entre le critère carbone des appels d'offres et l'installation d'une taxe carbone aux frontières européennes. Est-ce que cette taxe carbone, si elle voit le jour aux frontières de l'Europe, favorisera naturellement l'usine de Sarreguemines? Alors, je suis peut-être pas la plus indiquée parce qu'il faut poser la question à REC Solar. Alors forcément, je pense que le fait, alors j'ai peut-être le faire dans l'ordre. Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir des emplois en France. Ensuite, le fait d'avoir une électricité bas carbone, je pense que c'est un plus. Donc très clairement, le fait de l'installation de l'usine en France avec une électricité bas carbone, si on la compare par rapport à d'autres localisations sur la planète avec beaucoup de carbone, bah, évidemment, ça sera un plus. Donc ça ne peut que aider. Et pour moi, c'est pas fini. Parce que le volet, pardonnez-moi le mot pas très joli, mais électro-intensif, est encore un cran en dessus dans la chaîne de la valeur sur le matériau, sur le lingot. Et c'est justement ce que fait aujourd'hui l'usine Photowatt, hein, alors sur aujourd'hui une technologie sœur qui n'est pas tout à fait celle qui sera utilisée, mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Et c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de la valeur qu'on arrivera à avoir des critères carbone globaux. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir juste un petit bout de la lorgnette sur ces aspects-là. Mais très clairement, le volet électro-intensif est sur ces aspects matériaux et c'est en ça que vous avez un positionnement très méritant de Photowatt, par exemple. Bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce colloque. Nous enchaînons tout de suite avec une nouvelle table ronde consacrée cette fois au photovoltaïque au sol, animée par mon confrère Éric Revel. Quant à moi, je vous retrouve en fin de matinée et je vous dis à tout à l'heure.